un mode de régulation de l'expression des gènes, qui est une modification qui est stable dans les divisions somatiques. Ça ne va pas, une fois que l'inactivation a été déterminée, elle devient stable et clonale. Ce phénomène est réversible, c'est-à-dire que vous ne transmettez pas le même patron d'inactivation à vos enfants, pour l'X. Il ne modifie absolument pas la séquence nucléotidique. C'est un phénomène épigénétique qui se fait par des modifications chromatiniennes post-traductionnelles, vous savez, méthylation, acétylation de la chromatine, et aussi par la méthylation de l'ADN. La méthylation de l'ADN qui, vous le savez, porte toujours, quasiment toujours, sur des dinucléotides CG, où il y a une cytosine qui va se méthyler ou ne pas se méthyler. La méthylation va aboutir à l'inactivation d'une région chromosomique, à son silence et à donc la non-expression des gènes qui sont méthylés, notamment dans leur région promotrice. Donc c'est typiquement un mécanisme épigénétique qui fait l'objet d'une régulation très fine et qui va déterminer la structure fermée, chromatine dense, méthylée et méthylation de l'ADN, ou la structure ouverte, chromatine étirée, acétylée et déméthylation de l'ADN. La structure fermée va aboutir à la non-expression génique. Et pour l'inactivation de l'X, elle va partir de ce qu'on appelle le centre d'inactivation, où elle est commandée par un système complexe d'ARN non codants. Souvenez-vous de nos ARN non codants, dont un très grand classique ARN non codant qui s'appelle XIST, pour X inactivation ST, je ne sais plus ce que ça veut dire. Et à partir de la transcription de cet ARN non codant, il va y avoir une diffusion de l'inactivation sur l'ensemble du X, pas la totalité. Il y a des zones qui échappent à l'inactivation, notamment aux deux extrémités télomériques du X. Et cet X totalement inactivé, silencieux, va se recroqueviller, se regrouper dans une chromatine embobinée très dense, et c'est le corpuscule de Barr. Alors évidemment, si on a cette histoire-là, eh ben on a l'explication gaussienne de la possibilité qu'une femme manifeste des symptômes alors qu'elle n'est que conductrice d'une maladie liée à l'X. Pourquoi gaussienne? Parce qu'en général, l'inactivation est ce qu'on appelle équilibrée. C'est-à-dire que dans un tissu, dans un organe, vous avez 50% de cellules qui vont inactiver l'X normal et 50% des autres cellules qui vont inactiver l'X mutant. Et ça se balade autour de 50%. Et puis parfois, il y a ce qu'on appelle un biais d'inactivation. C'est une expression qu'il faut que vous notiez. Un biais d'inactivation qui va aboutir soit à une femme qui n'a vraiment absolument aucun symptôme du tout, et c'est en général le cas parce qu'elle a plutôt inactivé l'X mutant, et donc la majorité de ces cellules fonctionnent très 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 bien. Et parfois, à l'inverse, un biais d'inactivation défavorable, où une femme va inactiver son X normal, en grande majorité, et alors tendre vers le phénotype d'un garçon. Et alors vous regarderez dans les diapositives, si vous les voyez un jour, une très belle image qui a été faite de biopsie musculaire faite chez des témoins, un garçon qui n'est pas Duchenne, où toutes les fibres musculaires ont un anticorps monoclonal qui va dessiner leur périmètre. Pourquoi leur périmètre? Parce que vous avez compris que la dystrophine fait la liaison entre actine et cytosquelette, donc elle est attachée à la membrane des myocytes. Et on voit en tranche, comme ça, on voit la section des fibrilles musculaires avec des espèces de nids d'abeilles qui sont à chaque fois la fibre parfaitement dessinée par l'anticorps monoclonal fluorescent contre la dystrophine. Vous avez sur cette image magnifique que vous ne voyez pas un garçon atteint de myopathie de Duchenne par des lésions avec 0 dystrophine. Alors on voit rien. Et puis de temps en temps, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas inintéressant, vous le regarderez.
il y a une petite fibre où il y a un petit peu de dystrophine. Qu'est-ce que c'est? C'est un révertant ou un anticorps qui a un tout petit peu repéré le début aminoterminal de la protéine qui existe quand même un peu. C'est des effets de bord, c'est des artefacts. Mais en tout cas, on voit un paysage désertique. Il n'y a plus de dystrophine. Et puis après, vous avez 4 biopsies de femmes conductrices. Évidemment, suivant l'inactivation. Mais là, vous voyez la mosaïque fonctionnelle sous vos yeux avec ce système. Une biopsie d'une femme qui a plutôt une inactivation, ou 2 femmes qui ont une inactivation un petit peu aléatoire. Et vous voyez des fibres qui sont colorées, des fibres qui ne le sont pas, qui coexistent, l'une à côté de l'autre. Une femme qui a plutôt inactivé l'X normal, l'X mutant, et où il y a presque comme le témoin garçon normal. Et une femme qui a tellement inactivé l'X normal qu'il n'y a quasiment pas de fibres dystrophine, et ce sont ces femmes-là qui ont des symptômes et qui peuvent avoir des CPK élevés, etc. D'accord? Donc vous avez une image, un portrait moléculaire de l'activation, inactivation de l'X et de son caractère aléatoire. On peut parfaitement évaluer l'inactivation, mais comme tout mécanisme épigénétique, attention, il n'est pas, vous l'avez compris, le même dans toutes les cellules. Il n'est pas clonal dans l'ensemble de l'individu. Et lorsqu'on évalue l'inactivation, on le fait en général avec les moyens du bord, c'est-à-dire une prise de sang, voire une biopsie de peau, mais on va pas tellement embêter plus les gens, un frottis buccal, mais on ne va pas aller prendre du muscle comme ça pour le plaisir de la science. Mais on peut, sur le sang, sur les lymphocytes, sur la peau, sur un frottis buccal, évaluer le biais d'inactivation ou l'inactivation, et alors en imputer que peut-être elle est aussi biaisée dans un autre tissu, notamment le muscle. Et cette évaluation se fait par un petit système moléculaire, une petite astuce moléculaire qui repose sur des enzymes de restriction qui coupent ou ne coupent pas l'ADN en fonction de la méthylation de l'ADN à cet endroit. Donc vous comprenez qu'on utilise ce petit truc, cette petite astuce, pour voir la répartition à un locus déterminé sur l'X. Alors on a une série de locus qui peuvent s'apprêter à ça, qui sont polymorphes, donc qui indiquent qu'il y a une espèce de traçabilité du chromosome X, et on peut voir lequel est plus inactivé que l'autre. Bon, écoutez, moi je m'épuise. Hein. Dernier truc, parce que c'est une question qui a été posée par un de vos camarades à la mi-temps, là. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont vraiment complètement atteintes de maladies récessives liées à l'X? Est-ce que c'est possible? Oui. Attention, bien sûr, souvent vous retenez que ça, et alors que c'est des exceptions publiables dans des journaux. Mais oui, bien sûr, c'est possible. Alors vous allez me dire, vous, des exemples. Alors je vous écoute, et je vais cocher sur ma diapositive secrète. Comment est-ce qu'une femme pourrait être complètement atteinte d'une maladie liée à l'X? Inactivation. Très bien. Très bien. Inactivation totale biaisée, tu as raison, tu coches un point. Vas-y. Absolument. Ça s'est vu dans des histoires de familles très consanguines où tu as, pour l'hémophilie par exemple, tu as un père hémophile, il est bien suivi, il est traité, etc. Et il se marie avec une cousine qui est conductrice aussi. C'est possible. Tu coches, vas-y. Pour une maladie récessive liée à l'X, alors la pénétrance, ce serait l'inactivation biaisée. C'est un peu la même réponse, vas-y. Comment? Absolument. Alors c'est une femme, mais elle a une formule chromosomique 45X, ce qu'on appelle le syndrome de Turner. Tu avais ça aussi, toi, c'est ça? Bon, tu as un point aussi. Allez, va, on te le donne. 45X, donc c'est une femme. Alors oui, c'est un petit peu une ruse parce qu'elle a un karyotype anormal, mais elle est une femme et elle n'a qu'un X, et cet X est mutant, c'est possible, oui. Vas-y. Oh, j'ai pas entendu. Plus fort. Alors c'est vrai, tu as tout à fait raison, mais on ne peut pas considérer que c'est une maladie liée à l'X. Il y a sur le chromosome X, votre camarade le bien informé le sait, une région, je vous ai dit qu'elle échappait à la inactivation d'ailleurs, qui s'appelle pseudo-autosomique ou pseudo-autosomale. Elle est vraiment comme un autosome, elle est considérée identique puisqu'elle est reflétée sur le chromosome Y aussi. Elle échappe à l'inactivation,
il y a un gène dedans qui s'appelle CHOX, qui est un gène de petite taille, mais ça se comporte comme une maladie autosomique. Tu as raison et tort à la fois. La femme peut être atteinte, oui, mais l'homme aussi, c'est un peu à part. C'est une région qui échappe au mode d'hérédité lié à l'X. Comment? Alors qu'il y aurait un deuxième événement sur l'autre X. Ouais. Elle serait conductrice par son père et il y aurait une mutation nouvelle, c'est possible, tu as raison. Puis il y a un dernier truc, je vous le cite, mais tu as raison, c'est un peu tordu, mais tu as raison. Il y a un dernier truc, c'est qu'il peut y avoir des translocations chromosomiques, donc sujet Romana avec Mans, qui impliquent le chromosomique, c'est un autosome. Et si jamais cette translocation passe par un gène, alors le biais d'inactivation est total par définition. Il y a un petit schéma pour vous expliquer ça, parce que ce n'est pas simple comme ça sans diapo. Et cette femme a à la fois perdu un gène par la translocation qui a cassé le chromosome X, et l'autre chromosome X est totalement inactivé, donc elle a perdu ses deux X. L'un de manière génétique et l'autre de manière épigénétique. Et c'est comme ça, et je termine, et c'est comme ça qu'on a identifié le gène du chêne. C'est par des femmes atteintes de cette maladie et qui avaient une translocation qui indiquait exactement le point de cassure et par là où était le gène du chêne. À demain avec des diapositives, j'espère. Salut!